Bonsoir, rebonsoir. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin d'être là. Il faut évidemment commencer par la très grave affaire de Reims. C'est fait d'une gravité exceptionnelle, dit le procureur lui-même. Ces images d'une violence extrême, gratuite. Une dizaine de jeunes gens qui s'en sont pris à des policiers. 2 frères, notamment au lourd passé judiciaire, dont l'un venait de sortir de prison, qui ont tabassé. Violence aggravée sur personnes dépositaires de l'autorité publique qui ont tabassé en plein centre de Reims des policiers qui se retrouvaient dans un restaurant pour un pot de départ après leur service. On est en dehors de leur service. Les policiers ont été pris pour cible. Tout indique que c'est parce qu'ils étaient policiers. Première réaction d'abord sur la gravité, l'ampleur, la répétition aussi de certains de ces faits. Écoutez, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que, au fond, la République, ce sont des gens qui la servent, ces policiers. Et si on veut respecter la règle, la loi, l'état de droit, il faut d'abord respecter les serviteurs de la République. Et donc, c'est le début de la destruction de la République. La violence dans notre pays augmente. Souvenons-nous des images de manifestations, cette brutalité. Il faut naturellement condamner avec une extrême fermeté non seulement tous ceux qui s'attaquent aux forces publiques, mais alors pour les récidivistes, il faut taper très fort. Et donc, il est clair que sur cette affaire nouvelle, il faut aujourd'hui choisir des exemples et donner la preuve que la République, l'État, défend ses agents avec fermeté et inacceptabilité de n'importe quelle dérive. La question de la récidive, vous avez raison d'insister là-dessus. 2 d'entre eux, 2 très connus, c'est la formule très connue des services de police. Ce sont 2 frères, 26, 27 ans, originaires de Mayotte. Pour être très connus des services de police, il faut quand même en avoir fait. C'est ça. Et l'un d'eux venait simplement de sortir de prison, tout juste. Oui. C'est inacceptable, il doit y retourner au plus vite. Et donc je pense que là, il n'est pas question de perdre du temps, il n'est pas question de tergiverser, il faut de la plus grande fermeté. Si on ne défend pas la République, qui la défendra? Et donc aujourd'hui, ça doit interpeller tout le monde, y compris tous ceux qui utilisent de la violence verbale. Je pense que les responsables politiques doivent réfléchir à cela. Quand je regarde quelquefois des débats à l'Assemblée nationale, quand je vois les messages qui sont envoyés à travers certaines manifestations, du respect dans la République, on doit se respecter 1 égale 1, y compris dans la dignité. Et donc, a fortiori, ceux qui défendent la République. Les chiffres donnent le vertige. On a l'impression qu'on commence seulement à mesurer la gravité des agressions contre les policiers, contre les gendarmes, même contre les pompiers. Ça paraît complètement martien. Commençons, puisque ces statistiques sont évidemment passionnantes, hélas, hausse des agressions contre les policiers. 2022, 2023, 2024. 4 966, 5 492, 6 213 gendarmes. Là aussi, on est dans des chiffres tout à fait impressionnants. 5 300 et quelques par an. En 2024, 5 400 et quelques. On est à 3 600 seulement jusqu'à août. Et puis les pompiers, je trouve que c'est le plus terrifiant. C'est incompréhensible. Parce que, sauve la vie. Sauve la vie. On vivait dans un monde où ça semblait évident. Depuis la petite enfance, le monde rêve d'être pompier. On se dit, le pompier. Moi, j'ai fait mon service chez les pompiers. Oui. Mais t'es applaudi dans la rue. Ben oui, le pompier, c'est le gentil par excellence. Comment est-ce que c'est imaginable 2022, 1505 agressions contre des pompiers. Quand on lit ça, on se dit que c'est un autre pays que celui qui nous est parfois présenté. Absolument, et c'est une autre forme de démocratie que de tolérer la violence, mais on la tolère partout. On la tolère avec des enfants extrêmement violents, quelquefois, y compris dans des magasins. Vous voyez ça hier, d'ailleurs, des enfants de moins de 10 ans qui attaquaient des choses pour faire des vols dans les magasins. Il y a quelque chose d'inacceptable aujourd'hui. Il n'y a plus d'autorité. Et il est clair qu'aujourd'hui, ce pays manque d'autorité, une autorité républicaine, c'est-à-dire portée par une majorité. Mais dans un pays qui n'a pas de majorité, l'autorité fait défaut. La surenchère des mots ne sert pas à rien. Et pourtant, quand même, quand on a entendu M. Retailleau notamment parler de barbarie, est-ce que vous reprenez ce mot? Absolument. Je pense que ce sont des actes barbares, parce que ce sont des actes qui ont, au fond, des objectifs de destruction du système. S'attaquer aux policiers, c'est attaquer à un système qui a besoin de faire respecter le bien commun, c'est-à-dire la loi commune. Et donc, il est clair que ceci est, non pas au sens étymologique du mot barbare, c'est-à-dire l'étranger, mais c'est vraiment un acte qui n'est pas un acte de responsable. Il n'y a aucune éthique derrière tout ça. D'où est-ce que ça vient? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, là. Il y a toujours eu de la criminalité, il y a toujours eu des délits, il y a toujours eu de la violence. On ne le découvre pas aujourd'hui, mais c'est vrai que l'exemple des pompiers, pour moi, il est très parlant, parce que ça n'existait pas avant. Là, il y a quelque chose qui est un franchissement de sauvagerie, de bêtise aussi, qui est assez inédit. Moi, je pense que ça vient aussi du fait qu'il n'y a plus vraiment de respect.
et qu'on peut tout dire aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a une violence incroyable. Alors l'anonymat accélère tout ça. Donc on est dans une ambiance où finalement la valeur respect n'existe plus. Tout le monde peut être accusé. Et dans cette société où on cherche des boucs émissaires en permanence, où il faut désigner des responsables, quand il y a des mots collectifs, quand je vois tout ce qu'on dit des hommes politiques, mais ceux qui se plaignent de la retraite à 300 ans, il fallait qu'ils votent Giscard. Mitterrand, il a été élu, il a eu des députés. Cette loi sur les retraites, elle a été partagée par tous. Quand vous voyez, Lionel Jospin, il fait la loi des 35 heures, mais il l'avait annoncé, il l'a appliqué. Donc, il l'a appliqué avec des députés qui, dans toutes les circonscriptions de France, ont voté en partie pour lui. Donc, je crois qu'il faut bien se dire qu'on a des maux de société, on a des responsabilités collectives. C'est chacun qui doit se sentir responsable. C'est pas d'accuser l'un ou l'autre. Est-ce que vous croyez que tout le monde puisse s'amender? On sait bien la philosophie du droit théorique, c'est que tout le monde peut s'amender. Très bien, mais on comprend même qu'un cambrioleur puisse s'amender. On fait des bêtises, on fait un peu de prison, on se corrige, mais quand on en est là, c'est-à-dire tabasser des policiers ou des pompiers sans raison, quand on est à ce degré, disons, de sauvagerie, il n'y a pas d'autre mot, est-ce qu'on s'amende? Est-ce qu'en sortant après 5 ans, 10 ans de prison, on peut... Il ne faut pas désespérer du pardon. Il ne faut pas en désespérer, parce qu'il n'y a pas d'humanité sans ça. Donc il ne faut pas désespérer ça. Mais il faut être extraordinairement méfiant et pas du tout naïf. Et que quand on a des récidivistes, il faut que le pays sache que quand on est récidiviste, on a une peine qui est largement augmenté. Il est clair qu'il nous faut sans doute un renforcement d'un certain nombre de peines. Pourquoi est-ce que ça n'est pas venu plus vite? On entend beaucoup les politiques dire ça, et puis derrière, la justice... Et certains policiers disent aussi, mon Dieu, voilà, de toute façon, qu'ils sortent dans 5 ans ou dans 10 ans, ils seront toujours aussi violents, donc on ne sait pas très bien quoi faire. Et puis je pense aussi qu'on a un droit qui est très long, des procédures qui sont très longues. Et donc, au fond, tout ceci donne le sentiment d'être finalement relativement modéré. Donc, même si je défends l'idée que la démocratie, c'est d'abord l'état de droit. Et donc, le droit, et je défends l'idée que souvent que les magistrats font bien leur travail, qu'ils ont, on connaît un certain nombre d'erreurs, bien sûr, mais globalement, tout le monde fait bien son travail dans ça. Je pense qu'il faut qu'on soit plus énergique et beaucoup plus rapide. Est-ce que l'inaction ou le manque d'action, le défaut d'action est par avance une sorte de cadeau au Rassemblement national? On imagine, ce sont évidemment des thèmes. Alors, il y a une gauche de l'ordre aussi, il ne faut pas la sous-estimer, mais traditionnellement, ce sont des sujets qui profitent au Rassemblement national. Si demain la dissolution avait lieu, si après-demain de nouvelles élections avaient lieu, des événements comme celui-là, évidemment, c'est pas béni pour Mme Le Pen ou M. Bardella. Bien sûr. Mais notons quand même que Mme Le Pen et M. Bardella, quand ils sont venus à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des cravates et ils ont joué la carte du respect. Que les politiques comprennent, que les jeunes enfants du pays les regardent, et quand on insulte tout le monde à la télé, quand on est d'une violence verbale, naturellement, on installe la violence comme un langage commun. Vous savez, la violence et la guerre sont sœurs jumelles. C'est la destruction de l'autre qu'il y a derrière ça. Et donc, quand on voit cette tension à l'international, quand on voit cette idée que la guerre peut devenir acceptable. Tout ça, on y travaille à l'intérieur de notre société en rendant la violence acceptable. C'est la violence qui est inacceptable. On a inventé la politique pour justement tuer la violence, pour éviter un vivre ensemble. Et donc, la politique n'est pas innocente de la montée de la violence. Il faut qu'elle se corrige. Je pense que la politique a des responsabilités. Elle doit se corriger, et d'abord en étant exemplaire. La transformation, l'évolution politique du pays. Et cette fois, on parle politique. Quand on voit le succès de la pétition de Philippe de Villiers pour un référendum sur l'immigration. Alors, je crois qu'ils en sont à plus d'1 300 000 signatures, ou même un peu davantage. Nous sommes en train de changer de peuple, dit Philippe de Villiers. Nous sommes en train de changer d'art de vivre, en train de changer de civilisation. Si nous ne faisons rien, c'est la fin de la France. Il n'y a qu'un seul chemin pour affronter le problème majeur de notre temps, l'immigration, qui nous suggère ou nous transforme, le référendum. Et on voit que certains à droite commencent à entrer sur ce chemin. Laurent Wauquiez, j'ai signé la pétition pour un référendum sur l'immigration. Et vous, dit-il, et vous? C'est une manœuvre politique, parce que quand on parle de référendum sur l'immigration, dans l'immigration, évidemment, il y a beaucoup d'abus. Et aujourd'hui, les Français pensent qu'il y a trop d'immigration. Et donc dire je fais un référendum sur l'immigration, ça veut dire quoi? On va limiter l'immigration. Qu'est-ce qui est pour que l'immigration augmente dans le pays? Assez peu de gens. Donc annoncer qu'il y a un référendum sur l'immigration, c'est évidemment assez facile. Est-ce que vous êtes favorable, vous? Non, mais quelle est la question? Parce que dans l'immigration, il y a beaucoup de sujets. Est-ce que c'est le droit d'asile? Est-ce que c'est le droit du sol? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la délinquance? Est-ce que c'est simplement de faire des nuances d'immigration? Est-ce qu'il y a ce qui est justement l'asile, ce qui sont les gens qui fuient des camps de réfugiés, ou tous ceux qui veulent aller en Angleterre? C'est étonnant, vous dites, on peut voter un texte de loi.
On peut se prononcer sur un texte de loi, ça se fait. On peut, bien sûr. Un référendum, ça peut être un texte de loi. Alors pourquoi pas? Mais moi, je ne suis pas contre du tout. Il y a des choses qu'il faut faire pour maîtriser l'immigration. Donc, il y a des choses à revoir dans Frontex, il y a des choses qui sont à revoir. Donc, qu'il y ait des choses à faire, oui. Mais dire immigration, on met dans le référendum sur l'immigration un certain nombre de choses. Les Français, ils veulent une question. Donc, quelle est la question? Est-ce qu'on ne tourne pas un peu toutes les questions sont compliquées. Pourquoi les Français sont aussi adultes que tout le monde? C'est un peuple adulte, souverain. Ils sont aussi intelligents qu'un président de Conseil constitutionnel. Ils peuvent tout aussi bien se décider. Ils peuvent lire un texte de loi. Oui, mais dans la loi, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites dans la loi? 1000 sujets. À ceux qui veulent le référendum, sur un système de quotas, sur un changement du droit du sol au droit du sang, ou vice-versa, etc. Bon, d'accord, mais toutes ces questions-là sont tout à fait intéressantes. Et on peut poser la question du droit du sol. Mais si parler d'un référendum sans parler de questions, c'est dire, est-ce que vous êtes pour un référendum sur le bonheur? Oui, je vais signer la pétition référendum sur le bonheur. Faire en sorte que tout le monde puisse avoir des salaires améliorés. Mais bien sûr, améliorés. Sur Maastricht, on a voté sur Maastricht, on peut bien voter sur l'immigration. Non, on a voté sur des choses précises en matière européenne. Donc, il faut un référendum sans question, c'est un référendum ramasse tout, et donc là-dedans, mais non, c'est. Jean-Pierre, vous êtes conscient qu'en vous entendant, une partie des Françaises disent tiens, on essaye d'éviter la question, comme si le sujet étant sensible, on se dit oulala, il vaut mieux éviter d'ouvrir ce débat. Non, mais ce débat-là, vous ne pouvez pas l'ouvrir sérieusement, sans parler de questions. Parce que c'est du droit. Qu'est-ce qu'on va changer? Si c'est, est-ce que vous êtes contre l'immigration? Oui, je suis contre l'immigration. Et donc, tout le monde peut voter là-dessus. Mais comment vous faites après? Parce qu'on voit bien que la question, c'est les procédures. Comment vous faites quand des gens sont sur un bateau, qui arrivent, qui sont prêts à venir, quitte à risquer de se noyer? Comment vous les accueillez? Et l'humanité, qu'est-ce que vous faites? Si vous écoutez le pape, qu'est-ce que vous dites? C'est pas si simple que ça. Ouais. Donc il faut bien définir. Est-ce qu'on fait de l'immigration sur les jeunes? Est-ce qu'on exige que les gens aient un travail? Vous n'avez pas de travail, vous ne rentrez pas. Ben voilà des questions. De quotas, des systèmes de nombre. La question du nom. Écoutez, cette archive, elle est extraordinaire. 89. Michel Rocard. Michel Rocard, c'est pas un homme de droite. Droite. Oui. Évidemment, oui. On est en 1989 et il parle du nombre très exactement. Il articule même le nombre en disant, je crois que c'est 4 millions à l'époque, en disant il ne faut pas qu'il y ait de nouvelles immigrations en France. Écoutez-le, vous réagirez. Les problèmes de la pauvreté en France. Car en plus, nous viendrons au problème d'immigration dans son ensemble. Il faut lutter contre toute immigration nouvelle. À 4 millions, un peu plus, 4 millions 200 000 étrangers en France, nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, ce n'est pas possible. Et pour ceux qui chez nous vivent mal, parce que leurs quartiers sont dégradés, parce qu'ils n'ont pas de formation, pas d'emploi, pas de logement, qu'ils soient français ou étrangers, là est la politique d'intégration de tous les démunis de la société française. Jean-Pierre Raffarin, ça fait 36 ans, on a l'impression que rien n'a été fait. C'est-à-dire qu'indéfiniment, on a répété... Vous posez toujours les mêmes questions. Pas vous, mais le monde médiatique. Au fond, ça fait 36 ans. On a fait quand même pas mal de progrès sur 36 ans. Mais au total, comment ça se fait que ça a augmenté? Et si c'était difficile? Et si Rocard était un homme sincère? Et si Rocard était un homme compétent? Et pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que c'est très difficile. Parce que quand vous avez votre devoir d'humanité, quand vous avez des gens qui sont mourants, qui viennent chercher chez vous l'accueil, c'est très difficile de dire non, dehors. Alors on peut travailler sur un certain nombre de... Et si ça arrangeait une certaine politique des salaires qui est de sous-payer les gens, et c'est vrai qu'un clandestin, c'est plus facile de sous-payer quelqu'un qui est déclaré, ce genre de choses. Mais il y a un certain nombre de jobs que les Français ne veulent pas. Il y a un certain nombre de jobs. Aujourd'hui, le nombre de restaurants qui sont obligés de fermer, qui diminuent leur nombre de tables parce qu'ils n'ont pas de personnel. On est un pays qui veut se battre pour l'emploi et il y a des offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites partout. Et donc, il y a quand même un certain nombre de sujets. Mais pardon, on veut des terrasses de café. On veut des terrasses de café, mais des terrasses de café, c'est difficile. Pourquoi ne pas reconnaître franchement que tout ce que vous dites là, c'est ce que vos adversaires appellent l'immigrationnisme, c'est-à-dire cette idée qu'en réalité, on n'ose pas le dire, mais que des gens comme vous, mais c'est pas du tout un reproche, c'est un constat, considèrent qu'on peut pas faire grand-chose au fond. Moi, si on me donne les mesures qui peuvent être... Par exemple, il y a une mesure à laquelle je tiens, c'est-à-dire que pas de permis en France durablement s'il n'y a pas d'emploi. Donc là, je pense que sur une mesure comme ça, moi je suis prêt à voter un référendum sur l'immigration. Quand les gens du RN, 6 mois sans travail, on est renvoyé. Ça vous paraît trop dur, inhumain ou c'est normal? Je pense que ça dépend d'un certain nombre de cas. Ça dépend d'où ils viennent. Ça peut dépendre. C'est là où c'est très difficile. Parce que je suis pour l'humanité. Donc il y a un certain nombre de gens pour lesquels il faut de la dureté. Il y a un certain nombre de gens qui se servent de la France pour leur propre intérêt. Ces gens-là, il ne faut pas les faire rentrer. Donc il faut trouver des discernements, mais on
vois bien que tout ça, c'est difficile. Et donc, si tout n'a pas été fait, c'est parce que c'est pas facile. Et puis que c'est détourné. Parce que comment ça se fait que l'Allemagne, ça marche pas non plus? Et comment ça se fait que l'Espagne? Et comment ça se fait que l'Italie? Tout ça. Vous trouvez des gens et regardez le problème aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un pays dont vous dites c'est la bonne politique? Le patronat allemand, il l'avoue d'ailleurs, le patronat allemand a dit à un moment donné, pour payer les retraites, on a besoin d'une certaine immigration, pour trouver des employés, il faut de l'immigration. Mais je pense qu'on a besoin de toute façon d'une certaine immigration. On a besoin d'un certain nombre d'ingénieurs qui viennent d'un certain nombre de pays. On a besoin d'un certain nombre à quel degré? Quand François Bayrou dit il y a une question de nom, il donne toujours l'apologue de son village pyrénéen en disant jusqu'à un certain nombre, ça se passe bien, ça se passe très bien, même on accueille bien. Mais dès qu'on dépasse ce nombre, ça se passe mal. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Bien sûr, quand dans la réalité de la France, combien de fois je vois des villages dans mon Poitou qui ont accueilli 1, 2, 3, 4 familles et ça se passe très bien et le patron, il est le patron de l'équipe de foot et tout ça, c'est intégré. Mais il y a un moment quand les gens veulent vivre dans des communautés qui ne prennent pas, qui ne cherchent pas l'intégration. Toute la question, mais ça a été dit et redit, c'est la question de l'intégration. Et donc, les immigrés qui s'intègrent, on en a tous dans nos amis, on a tous des gens qui se sont complètement intégrés. Le problème, c'est ceux qui viennent ici pour détruire et pas s'intégrer. Et c'est cela qu'il faut essayer de viser. C'est pour ça qu'on a 10%, disait un rapport récent, 10% de musulmans qui sont des gens qui sont vraiment très hostiles à notre République. Est-ce qu'il faut vivre des destructeurs? Ça ne veut pas dire que 90% le sont. Est-ce que le changement culturel vous inquiète ou c'est le cours des choses? Avec mes collègues hier, on s'amusait à regarder la statistique des prénoms. Et je voyais des choses. Moi, j'ai un prénom assez exotique, Darius. Quand j'étais gamin, il n'y en avait presque pas. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Les Mohamed, évidemment, quand j'étais gamin, il y en avait très peu. Aujourd'hui, ils sont extrêmement nombreux. Les Jean-Pierre, pardon, je ne veux pas vous ringardiser votre prénom, mais on peut aller chercher la statistique. Les Jean-Michel, les Jean-Pierre, voilà. Alain, moi j'avais plein de copains qui s'appelaient Alain au collège. C'est fini, voilà, c'est l'ancien monde. Est-ce que ça vous chagrine en vous disant c'est des cultures, des traditions qui disparaissent, ou vous dites c'est le cours des choses? Non, je pense que tout ça, c'est une question d'effet, comme le dit François Bayrou, c'est aussi une question de proportion. C'est simplement, on veut rester avec notre mode de vie, on veut rester avec nos types de relations sociales, on veut rester, bon, il y a des choses qu'on veut changer, mais globalement, on ne veut pas vivre dans un autre système. Mais on n'a rien contre des musulmans qui s'intègrent, contre là je parle de religion, mais il y a aussi des ethnies, il y a un certain nombre de gens qui sont évidemment bienvenus, à condition qu'ils choisissent l'intégration. Ce que ne veut pas le pays, c'est que des gens qui ne bossent pas touchent de l'argent public. Et donc, on le voit bien. Et c'est même vrai pour les anciens premiers ministres, voyez-vous. Donc, alors parlons des anciens premiers ministres. Attendez, vous allez voir, on va parler évidemment des fameux, entre guillemets, privilèges. Ça, oui. c'est la cerise sur le gâteau dans quelques instants. Mais parlons d'abord des choses un peu plus importantes en termes de réalité fiscale et disons d'argent. Là, on parle de milliards et de milliards. Les déclarations de Sébastien Lecornu qui ont provoqué beaucoup de réactions, suscité beaucoup de répliques sur l'effort fiscal. Et on sent que c'est des déclarations qui vont plutôt vers le centre-gauche. Quand il dit il y a des questions de justice fiscale, de répartition de l'effort, et il faut y travailler sans idéologie, j'y suis prêt. Le patronat est très inquiet de cette déclaration. Ils sentent déjà venir un certain nombre de concessions sur la gauche. Et vous? Bien, je pense que je suis inquiet, non pas seulement sur les mesures, mais sur la capacité d'avoir un budget. Parce que je vois bien que la gauche veut l'augmentation des impôts, que la droite n'accepte pas. Or, il faudra un budget voté par les deux. Donc, je vois bien que ça va être très difficile. Donc, j'attends de voir comment on va faire. Sébastien Lecornu est un type intelligent, qui connaît bien la négociation, donc il a des talents. Mais ça va quand même être très difficile de mettre la droite et la gauche d'accord, surtout sur la politique fiscale. Donc ça, je pense que ça va quand même être compliqué. Et c'est pour ça que je suis inquiet sur les perspectives de ce gouvernement. La taxe Zuckman, ce serait il y a une espèce de polémique maintenant depuis quelques jours sur c'est faisable, pas faisable, ça ferait fuir ou non les grandes fortunes. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça ferait fuir en effet les grandes fortunes. Non, ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'on veuille exposer le patrimoine professionnel. Les gens qui investissent, c'est des gens qui donnent de l'activité, c'est des gens qui servent le pays. Et donc, ces gens-là, cet argent-là, c'est de l'argent risqué. On oublie le risque, on voit toujours ce public comme si tout le monde était dans une situation publique, finançable et financée. Non, c'est pas le cas. Le type qui investit, c'est quelque chose, même quand je vois comment on me dit que je coûte au pays, j'ai travaillé dans les entreprises. Quand j'ai quitté l'entreprise pour être candidat, je gagnais moins d'argent et j'ai gagné moins d'argent que
que si j'étais resté dans l'entreprise. Vous avez eu des vrais métiers. C'est pas vrai de tous les J'ai travaillé 17 ans. Bon, oui. et donc, bon. Donc les gens qui investissent, moi quand je suis allé en politique, je me suis dit que c'était ma passion, et j'ai voulu faire ma passion. Bon, et c'était pas la passion de l'argent. Donc et vous savez, au total, je crois que j'ai plus rapporté que je n'ai coûté. Hein, parce que quand je vois le nombre d'entreprises que j'ai aidées à l'exportation, plus de 1000 entreprises directement aidées, je vois que j'ai quand même fait du bon travail. Est-ce qu'il y a une idéologie, est-ce qu'il y a en France une idéologie de l'impôt, une idéologie étatiste, notamment des gens de Bercy qui ont sans arrêt le mot impôt dans la tête? Quand on voit ce que font les Italiens, où ils attirent des grandes fortunes en disant allez, forfait 200 000 euros d'impôt chaque année, et puis impôt de succession très très limité, presque rien. Est-ce que c'est une bonne formule? Je ne crois pas que ça soit forcément toujours une bonne formule, mais je pense que c'est pas l'impôt qui est le problème. Le problème, c'est l'argent. C'est qu'en France, on n'aime pas ceux qui ont de l'argent. Alors, ceux qui ont de l'argent qui dort, comme on disait, pour la taxe, je veux bien, l'argent qui est investi, l'argent professionnel, une entreprise, quand on parle de la fortune de M. Arnault, mais il y a des salariés, il y a des chercheurs, il y a des produits, il y a du commerce extérieur, c'est une fortune active qui sert le pays, et donc il faut faire très attention. Et la succession d'une entreprise, vous avez tous ces fonds américains qui guettent toutes nos entreprises, et si les enfants ne peuvent pas payer les droits de succession des entreprises, ils vendront à des fonds, alors vous aurez des gens qui ont des fortunes colossales, mais cette fortune ne sera pas plus productive, donc il faut protéger la succession, notamment des PME, des entreprises familiales. Il faut penser à tout ça. C'est du patrimoine. De ça Vous savez, quand vous parlez de souveraineté, qui sortira de ça? Je pense que quand on aura compris la crise, que les gens verront qu'on manque d'argent, il faut aller au fond du trou. Et il va falloir quand même concevoir que pour avoir de l'argent, il faut qu'il y ait des gens qui en créent. Et ça s'appelle créer de la valeur. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est nécessaire pour le pays. Le monde des inspecteurs des finances. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'image incroyable quand le maire s'en va. Oui. Ils sont tous l'inspecteur des finances entre eux, ils se congratulent, ils disent ah cher ami, comme c'est bien. Alors le budget se porte pas très mal, le déficit très très mal. La parole de la France est violée quand même. Et la France s'assoit sur la parole qu'elle a donnée à l'Europe, 3% et 60%. Et tous ces gens-là disent fantastique, bravo cher ami, bonnes vacances, profite bien des prochaines vacances. Oui. Mais ça, on a beaucoup d'inspecteurs des finances qui ont beaucoup de talent. Mais de temps en temps, ça marche. Vous savez que la BPI, quand on a créé la banque populaire, cette banque pour les PME, qui est d'investissement et tout ça, quand la BPI, c'est Nicolas Dufour qui la préside, on lui a donné comme conseil d'investissement 19 inspecteurs des finances, plus Édith Cresson. Non, c'était Ségolène Royal. C'est pas pareil. Vous confondez Édith Cresson et Ségolène Royal. C'est toutes les deux des personnalités importantes. Et donc, dans ce contexte, je vois bien que Nicolas Dufour, qu'il a fait un travail formidable, mais j'ai remarqué que le nombre d'inspecteurs des finances de la BPI avait diminué. Vous êtes très malicieux, Jean-Pierre Raffarin. C'est très bien de vous avoir sur un plateau. Les privilèges, c'est le mot qu'on utilise. Ça fait très ancien régime. Vous avez vu depuis quelques heures sur ce qu'est ou ce que seraient les privilèges des anciens premiers ministres. Alors, ce sont les déclarations de Sébastien Lecornu qu'il ne faut pas déformer, soyons précis. Il dit bien que c'est des avantages qui seront réévalués au fur et à mesure, et notamment pour les raisons de sécurité, quand il s'agit d'enlever des questions de sécurité. Il y a une liste des premiers ministres sur ceux qui font plus ou moins usage de leurs avantages. Alors, on ne va pas lire tout, de toute façon c'est assez fastidieux, mais enfin, je regarde où vous êtes dans la liste. Si vous êtes assez dans la moyenne. Vous êtes assez dans la moyenne. Il y a certains comme Dominique de Villepin qui consomment un peu plus. Bernard Cazeneuve, bonne consommation des avantages. Ce sont en partie des salaires, ces choses-là. Alors ça dépend beaucoup du grade que vous avez des gens qui travaillent pour vous. Parce qu'en fait, c'est pas de l'argent qui est donné à l'ancien Premier ministre. C'est des 2 policiers, pas un policier par semaine qui se relaient, et un conducteur. Donc ces personnes, ce sont des salaires qui sont... Donc ça dépend beaucoup de l'ancienneté, de l'âge Donc les sommes différentes, ce sont des sommes qui dépendent de l'emploi qui est offert. Est-ce que c'est du populisme pour vous? Quand on regarde, par exemple là, je regarde la ligne Bernard Cazeneuve, rien contre Bernard Cazeneuve ni pour, mais enfin, évidemment, c'est certains qui regarderont ça, qui regarderont le montant, se diront, tiens, Bernard Cazeneuve, est-ce que Au fond, moi d'abord, je suis très républicain. J'ai appliqué les lois. Moi, la loi, c'est que c'était comme ça, c'est comme ça. Si ça change, ça change. Il fut un temps, je faisais la loi, je prenais position avec les autres, mais maintenant, j'applique les lois des républicains. Donc, j'ai aucun problème avec cette nouvelle mesure. Il apprend, je la respecte sans problème. Je suis républicain et l'état de droit, c'est la valeur profonde de la République. Donc, moi, aucun problème là-dessus. Si le Parlement estime que c'est comme ça, allons-y. Je vois pas. Il se trouve que il fut un temps où on pensait que les gens qui donnaient à la politique beaucoup, notamment le Premier ministre,
quand on a passé 3 ans à Matignon, qu'on est assez essoré, qu'on a tous fini un peu plus ou moins au Val-de-Grâce, donc ça. Donc on a quand même. N'exagérez pas. Oh ben vraiment pas arrêté comme ça. Moi j'étais en bonne forme. Parce qu'on s'est retapé depuis. Heureusement qu'on se retape, heureusement qu'on arrive à prendre du temps. Mais au total, voilà, attendez. Donc, enfin, on estime. Prenons votre exemple. Pardon, c'est de l'anecdote, mais quitte à faire ça, puisque c'est le Premier ministre lui-même, c'est pas. Oui, je n'ai aucun problème à parler de tout ça. De quoi vous bénéficiez, alors, par exemple? Moi, je bénéficie d'un conducteur et d'une voiture, et je bénéficie d'un policier. C'est tout. Et d'une secrétaire. Voilà. Vous avez un appartement qui est payé par la République? Non. Non, mais je veux dire un appartement de fonction. Non, pas de maison et pas d'argent. C'est pas de l'argent, j'ai rien de tout ça qui m'est donné. Alors moi, j'ai quand même un statut particulier. C'est que j'ai des missions officielles. Bien sûr. On m'envoie souvent quelque part, et c'est bénévole. Vous m'entendez, monsieur? C'est bénévole. Ouais. Il faut que tu ailles en Chine, à ce forum-là, représenter le président de la République. Tu vas en Allemagne, tu fais ceci, tu fais cela, bénévolement. Donc j'estimais que je n'étais pas un voleur. Bon, cela dit, si le pays considère que c'est comme ça qu'on va régler les affaires. La stabilité de l'État. Je ne veux surtout pas être un frein à l'effort national pour dégager 40 milliards. Allez, ma contribution sera celle-là. Est-ce que c'est du pinaillage? Je ne citerai pas le Premier ministre en question par charité chrétienne, mais moi ça m'a frappé. Je suis une ancienne Première ministre. Je voyais l'officier de sécurité, il coupait les carottes et il s'occupait même de longer les petits-enfants. C'est pas grave au fond, voilà, ben c'est très bien. Est-ce que vraiment là, quand on voit, est-ce que c'est des économies de bout de chandelle? Je crois que le budget total des avantages de l'ancien Premier ministre, 4,4 millions d'euros sur la masse du déficit de l'État, c'est rien. Écoutez, moi, je suis très respectueux de la décision de la République. Si la République décide, c'est bien. Point final, ça ne se discute pas. Et donc, moi, je veux pas. Qu'est-ce qu'on estime, qu'est-ce que la République estime comme salaire, comme rémunération de ses serviteurs? Un ministre, c'est un serviteur. Qu'est-ce qu'on estime? Et donc, c'est à la République de le décider. Et là, celui qui sert, il sert à quelles que soient ses conditions. Sur le fond, autrement plus important, quand on voit la réalité de ce qui se passe, je rappelais tout à l'heure les traités, la France a signé des traités. Il y a Roland Dumas, François Mitterrand, et ensuite ça a été re-signé sous diverses formes. On ne dépasse pas les 3%, on ne dépasse pas les 60% de déficit par rapport au PIB, etc. C'est la parole de la France quand même. Et c'est comme si la France, grand pays européen, qui a sans arrêt l'Europe à la bouche, quand il s'agit de tenir des promesses, des engagements, s'essuyer avec, c'est terriblement choquant pour un Européen. C'est comme s'il y avait une forme d'hypocrisie. Non, c'est pas une forme d'hypocrisie, parce que d'abord, beaucoup de pays ont été dans des situations difficiles à un moment. Dans le couple franco-allemand, regardez les Allemands. Eux se tiennent bien. Mais les Allemands ont donné des libertés nouvelles. Ils ont été d'accord pour qu'un certain nombre de pays qui ont connu un certain nombre de situations difficiles puissent prendre des décisions qui soient des décisions dérogatoires. Donc, à ce point-là. Mais bien sûr. Donc, donc ça, je reconnais que si on pouvait faire autrement. Mais si longtemps. Pendant des décennies maintenant. Hein. Mais en fait, le dernier budget en équilibre, c'est Giscard et Raymond Barre, donc ça fait un certain temps. Mais moi, j'ai quand même été le Premier ministre qui, à la fin de son mandat, la dette baissée et le chômage baissé. Donc quand on me dit on n'a rien fait, la dette a baissé. Regardez la dette. Breton, Copé, avec Raffarin. Et Villepin arrive, il a une dette qui baisse. Tranquille. Mais c'est quand même le gars d'avant qui a fait le travail pour que Villepin, ça baisse. Quel nom vous avez prononcé? Un ancien Premier ministre, qui est excellent par ailleurs, qui m'a succédé. Comment vous trouvez sa quasi-candidature à la présidence de la République? Surprenante. C'est-à-dire? C'est que je trouve qu'il avait fait un parcours plutôt à droite et je le sens un peu plutôt à gauche maintenant. Donc je suis un peu surpris, mais je reconnais le talent et donc j'attends de voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, je travaille plutôt avec Édouard Philippe. Tel que vous le voyez, est-ce que Dominique de Villepin est devenu un homme de gauche? Bon, écoutez, c'est un peu trop dur. Je connais trop le pouvoir du langage pour me mettre à faire des positionnements simplement sur quelques déclarations. Il faut attendre un peu de voir dans des situations un peu plus difficiles les prises de position. Vous êtes une personnalité de ce qu'on appelait la droite classique, centre-droit classique. Aujourd'hui, il y a une forme de négociation, y compris avec le Premier ministre, sur ce que les LR veulent pour participer au gouvernement, en termes de réduction des économies. Si, par exemple, les LR avaient Bercy, si les LR avaient des exigences précises, quelles seraient-elles? D'après vous, où est-ce qu'ils doivent mettre la barre pour dire on y va, mais à telles conditions? Je pense que c'est autour de Retailleau que doit se construire un peu la présence des LR. Retailleau a fait ses preuves d'une certaine manière, et donc c'est autour de lui. Donc c'est en fonction
de ce qu'il peut demander, vouloir. Je pense que c'est en effet sur les questions de sécurité, d'immigration, et qu'il faut lui donner autour de lui des gens qui peuvent l'aider, des secrétaires d'État ou des ministres délégués. Il faut construire un pôle important sur les questions de sécurité. Ça, je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Autrement, il faut sans doute, autour des questions d'entreprise, des questions sur l'innovation, sur la fiscalité, les Républicains doivent chercher à exister. La situation de la France a quelque chose de tragique. Allez, faites-nous un plaisir, Jean-Pierre Raffarin. Pour notre chef d'édition, il s'appelle Baptiste Amossé. Il est jeune. Pour lui, on est des boomers, des post-boomers à ses yeux. Il ne savait pas à quel point vous êtes un passionné de Johnny Hallyday. Il a fallu lui montrer des vidéos de... Quelle chanson de Johnny Hallyday est le reflet de cette situation tellement incroyable qu'on vit ? Pour les députés, qu'on me donne l'envie de voter ce budget. Comment ? Qu'on me donne l'envie de voter le budget. Comment vous le chantez ? Non, ça ne se chante pas. Ça. Vous chantez plus ? Non, vous me faites faire beaucoup de choses, mais vous ne me ferez pas chanter quand même. C'est fou, la passion de Johnny Hallyday. À chaque situation, il y a du Johnny Hallyday qui correspond. Bien sûr, mais bon, il est au fond l'incarnation d'une époque, l'incarnation donc avec une époque nostalgique, c'est l'époque de la jeunesse. Quand vous voyez, c'est pas forcément être un boomer, mais il y a un Français fantastique qui vient de gagner le 10 000 mètres au championnat du monde à Tokyo. À Tokyo, pour les gens de ma génération, c'est quoi ? C'est Michel Jazzy qui perd un moment où il devait gagner, et donc on y pense que c'est bon. Mais ça, il faut aussi vivre avec son temps, et donc c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi savoir laisser la place aux jeunes, et c'est pour ça que j'ai quitté mon mandat politique 3 ans avant son terme. Et cependant, vous voyagez beaucoup, notamment pour votre mouvement Leader pour la paix. J'aimerais vous entendre encore quelques images qui marquent la journée, et on va les développer dans la suite de la soirée. C'est évidemment l'apparition de Vladimir Poutine dans certaines circonstances extrêmement marquantes pour l'ouest de l'Europe. Il est en treillis militaire, il est dans ce grand exercice Zapad, qui consiste en un exercice très clairement de prévention, disent-ils. Mais enfin, entre la prévention et l'offensive, parfois la limite est un peu ténue. Il est là il est dans la Fédération de Russie, mais dans ces exercices de très grande ampleur, des dizaines de milliers d'hommes, et aussi des exercices avec ce missile Iskander qui menace très directement l'Ouest. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? Écoutez, cette communication agressive n'est pas sans intelligence, donc il faut chercher où est l'intelligence. Ce que je crains, c'est qu'il ait identifié un peu nos faiblesses et qu'il avance ses pions et qu'il cherche à nous faire peur en se disant qu'un continent, l'Union européenne, si les peuples ont peur, ils sont encore plus fragiles. Et donc je me demande s'il n'y a pas cette stratégie qui est une stratégie de déstabilisation. Ça a été à un moment par les opérations Internet et de pollution numérique. Maintenant, c'est sans doute cette démonstration agressive, militaire, qui cherche à nous déstabiliser, à nous faire peur et à peut-être profiter de nos faiblesses. Et tout ça, il faut penser que la faiblesse de la France aujourd'hui, sans véritable gouvernement, sans budget, c'est une faiblesse aussi à l'international. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça dure, et c'est pour ça qu'il faudrait voter un budget. Est-ce qu'il faudra reparler à la Russie ? Tout à l'heure, dans cette émission, le président polonais, qui n'est pas suspect d'être pro-russe, disait... Trump est le seul qui a les moyens de négocier avec Poutine. Vous avez été le Premier ministre de Jacques Chirac, qui a été ami de Poutine, qui a beaucoup traité avec lui. On peut dire qu'il s'aimait bien. Il s'aimait bien. Oui, voilà. Il se respectait beaucoup. Oui. Est-ce que ce temps-là peut revenir sous une forme ou sous une autre ? Ça me paraît difficile. Moi, j'ai toujours réfléchi, quand on parle avec un pays étranger, notamment quand on est adversaire, quand est-ce qu'on devient ennemi ? Quand est-ce qu'on passe de la coopération, c'est-à-dire l'échange, à ce qu'on pourrait appeler la collaboration. Je pense que c'est quand on est attaqué dans notre intégrité culturelle, notre intégrité politique ou notre intégrité territoriale. On y est ? Aujourd'hui, on est agressé. Donc je pense que la collaboration est impossible. Nous sommes des résistants à Poutine et nous ne pouvons pas envisager aujourd'hui de coopération. Nous sommes agressés dans cette affaire. Donc je pense qu'il y a une limite. Vous savez, toute ma génération qui n'avons pas connu la guerre, toujours on a eu ce débat entre les collaborateurs et les résistants, tout ça, on voit bien. C'est cette ligne-là qu'il ne faut pas se tromper. Il faut toujours parler avec l'adversaire. On ne fait pas la paix sans parler avec l'adversaire. Mais quand on est intégré, tout ça, on doit d'abord être résistant. Jean-Pierre Raffarin, la France va marquer sa différence, enfin en tout cas avec une partie du monde. Beaucoup d'autres pays sont dans la ligne de la France, avec la reconnaissance certainement de la Palestine la semaine prochaine, Assemblée générale des Nations Unies. Est-ce que vous y êtes favorable ? Tout dépend un peu des conditions. Est-ce que le démantèlement du Hamas sera dans la question ? Est-ce que la libération des otages sera dans la question ? Donc, on a toujours été pour les 2 États.
Donc, dire qu'il faut un État palestinien, c'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. Naturellement, dans le contexte actuel, c'est les préalables qu'il faut poser. Le reconnaître, c'est quelque chose. Et donc, le reconnaître maintenant. Reconnaître, mais pas reconnaître le Hamas. Donc, demander la dissolution du Hamas et le démantèlement et naturellement la libération des otages. Ce sont les préalables qui font la valeur de la décision. Est-ce que c'est pour vous la tradition gaullienne? On se rappelle les déclarations de 1967, De Gaulle a été détesté des Israéliens. Oui. Parce que De Gaulle tenait cette ligne de Chirac dire... aussi, plusieurs reprises. Est-ce que pour vous c'est une tradition française? Est-ce que là Emmanuel Macron poursuit, qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse, une tradition française? Je pense que c'est une tradition française, en effet. Je crois qu'Emmanuel Macron est dans une certaine ligne un peu historique, même si sur le sujet, les partis ont changé, droite-gauche ont été quelque peu inversés, donc il y a quand même beaucoup de changements, mais fondamentalement, en effet, le général de Gaulle pensait, et d'ailleurs tous les présidents de la République ont pensé qu'il fallait que les deux États puissent s'entendre, et donc la reconnaissance, à un moment ou à un autre, elle est dans le paysage. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a le 7 octobre, c'est qu'on a eu vraiment cette horreur, cette tragédie, et qu'on ne peut pas passer dessus comme ça et donner le semblant qu'on passe dessus. De quel œil voyez-vous là l'opération que Israël poursuit de manière très offensive en ce moment-là, pendant les heures que nous parlons, dont nous parlons à Gaza? Je pense qu'il y a vraiment une question éthique qui est aujourd'hui posée, y compris sur les règles de la guerre, même aujourd'hui les règles de guerre modernes. Et donc on voit bien que là, je trouve que les feux verts donnés par les Américains, c'est vraiment un sujet très important. Et on voit bien que Trump, sur ces sujets-là, il ne s'occupe que de ses électeurs. Donc, globalement, il ne s'occupe pas des Américains, il s'occupe des Républicains. Et les Israéliens sont dans son équipe, et il s'occupe, en tout cas, de Netanyahou, qui ne représente pas tous les Israéliens. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup.